Quand on intercepte les communications de chacun des individus de tout un pays, il est impossible de faire le tri. On est submergé par un flot d'informations et on passe à côté de l'essentiel. Edward Snowden n'est pas le seul à tenir ce discours. Parmi les documents qu'il a rendus publics figurent de nombreuses notes internes de la NSA américaine et de son homologue britannique, le Government Communications Headquarters ou GCHQ. Les analystes s'y plaignent de la masse de données à traiter avec des titres parfois cinglants. Dans ce tsunami d'interceptions, les analystes se disent noyés. Sur le principe, je n'ai rien contre la surveillance de masse. Mais il faut s'assurer qu'elle fonctionne, s'interroger sur son efficacité. Or, on collecte trop d'informations. Il est impossible d'extraire celles dont nous aurions réellement besoin. Si je critique le procédé, ce n'est donc pas au nom des libertés, c'est au nom de l'efficacité. Le résultat n'est pas convaincant. À Nice, l'ordinateur de Mohamed Boulel a révélé que l'intéressé mûrissait sans doute son projet depuis près d'1 an. Mohamed Boulel était connu de la police pour des faits de délinquance. L'analyse de son téléphone a montré qu'il était en contact avec des djihadistes. Dans les jours précédant le 14 juillet 2016, il avait été vu au volant d'un camion blanc sur la promenade des Anglais. La voie était pourtant fermée aux poids lourds, l'état d'urgence battait son plein, les patrouilles militaires et les contrôles de police étaient censés sécuriser la zone. Le 18 juillet 2016, la ville allemande de Würzburg a été le théâtre d'une attaque à la hachette. Son auteur, Riaz Khan Ahmadzai, était en contact avec Daesh. À Ansbach, le 24 juillet, Mohamed Dalil était lui aussi en liaison téléphonique avec l'organisation État islamique quelques minutes seulement avant de se faire exploser. Son empreinte numérique était saturée de propagande islamiste. Il faisait l'objet d'un suivi psychiatrique pour risque de suicide et était connu des services de police car il devait être expulsé vers la Bulgarie. Les 2 terroristes de Saint-Étienne-du-Rouvray, le 26 juillet, étaient connus de la DGSI. Ils communiquaient avec un réseau terroriste par le service de messagerie Telegram. Tous 2 avaient été arrêtés en Turquie alors qu'ils essayaient de gagner la Syrie. L'un d'eux avait été libéré sous contrôle judiciaire 4 mois plus tôt, contre l'avis du parquet, et portait un bracelet électronique. Quant au second, les renseignements français avaient reçu sa photo accompagnée d'un avertissement le 22 juillet. Soit 4 jours avant l'attentat. Christian Weichselbaum est ingénieur en logiciel et intelligence artificielle et analyste en chef dans une start-up viennoise. Notre point de départ est ce qu'on appelle le renseignement d'origine source ouverte. Cette expression désigne l'ensemble des informations disponibles au grand public sur le net. C'est le cas par exemple des méthodes de recrutement utilisées ouvertement par certains groupes radicaux. Pour enrôler de nouveaux membres, l'organisation État islamique diffuse sa propagande sur Internet. Ce qu'il met en ligne est accessible à tous, puisque son objectif est de toucher le plus vaste public possible. Il n'est pas nécessaire d'être intrusif. Ces données accessibles à tous nous permettent déjà de tirer de très nombreuses conclusions. Ce que l'équipe de Vienne ignore à ce stade, c'est qu'une solution similaire avait été mise au point par le passé aux États-Unis dans un service de la NSA. À l'origine de cette initiative, Bill Binney, ancien directeur technique de l'agence. Le Pentagone dispose d'un rapport sur le programme mis en place par l'ancien directeur technique de la NSA, mais celui-ci est toujours classé secret 15 ans après l'enquête. Il n'a été lu que par une poignée de personnes. Parmi elles, Patrick Eddington. Ce chercheur spécialiste en sécurité nationale travaille pour l'Institut Cato, un think tank influent. En janvier 2017, il a attaqué en justice une agence du ministère américain de la Défense en vue d'obtenir la publication de ce rapport. Plus d'une centaine de paragraphes dans ce rapport sont caviardés. Pourtant, 80 d'entre eux environ ne sont pas classés confidentiels. Au printemps 2013, Patrick Eddington demande à accéder au rapport complet dans une salle de lecture sécurisée du Pentagone. J'ai pu lire la version non expurgée et j'ai été scandalisé. Ce rapport révèle des fraudes et des abus d'une ampleur incroyable, sans parler des mesures de rétorsion employées par les cadres de la NSA.
Des choses qui sont cachées au grand public, qu'on ne veut pas ébruiter. Vers 1997, quand je suis devenu le directeur technique de la NSA, donc pour ainsi dire le directeur technique du monde, j'ai pris conscience des difficultés que rencontraient les analystes de la NSA. Ils n'avaient pas les moyens de traiter les volumes de données considérables qui arrivaient chaque jour. J'ai donc élaboré une méthode afin qu'ils n'étudient que le strict nécessaire et que la masse de données à inspecter diminue, bref, que le problème devienne gérable et qu'ils puissent faire leur travail. Le principe du projet ThinThread était révolutionnaire. Il n'est plus question de collecter le plus d'informations possible avant de les trier avec des mots-clés. Le contenu même des conversations téléphoniques, des SMS ou des courriels importe peu. L'important est de savoir qui communique avec qui, quand, comment, où et à quelle fréquence. Ce sont donc les métadonnées qui sont au cœur du système. Grâce à cette méthode, Bill Binney avait déjà piraté le système de commandement militaire de l'Union soviétique pour le compte de la NSA dans les années 1970. Au début des années 2000, c'est Al-Qaïda qui est en ligne de mire. Les informations portant sur des terroristes avérés sont directement accessibles. Celles qui concernent leurs contacts sont chiffrées, sauf si les soupçons à leur sujet se confirment. En fait, ThinThread était l'outil idéal qui garantissait aussi le respect de la vie privée. The program we developed was one that would basically solve Notre programme pouvait détecter automatiquement les intentions et le potentiel malveillant d'éventuels terroristes, entre autres. Concrètement, il était en mesure de prévoir un passage à l'acte. Il aurait donc pu empêcher les attentats du 11 septembre, puisqu'il était en place bien avant. Il était pleinement fonctionnel près d'un an plus tôt, et nous voulions le déployer plus largement. Le problème, c'est qu'il était en concurrence directe avec un autre projet sur la même problématique, que l'agence voulait faire financer par le Congrès. Un projet de plus grande ampleur et beaucoup plus cher, qui coûtait des milliards de dollars. La NSA devait donc tuer ThinThread, qui apportait déjà une solution, sans quoi elle ne pouvait plus justifier sa demande de financement. Il fallait que le problème subsiste pour qu'elle soit sûre d'obtenir ces milliards. C'est comme ça que notre programme est passé à la trappe. Ils l'ont enterré, sans même essayer d'exploiter nos résultats. Et ils ont obtenu les fonds qu'ils voulaient. Autrement dit, ils ont sacrifié la sécurité des Américains et du monde libre pour de l'argent. ThinThread est opérationnel dès novembre 2000. Mais la direction de la NSA fait en sorte de retarder son lancement de 9 mois avant de l'annuler définitivement en août 2001, soit 3 semaines avant le 11 septembre. Au lendemain des attentats, l'agence met en place sa surveillance de masse, tandis que Bill Binney démissionne. Bill Binney et ses collègues portent plainte contre la NSA, ce qui déclenche une enquête du Pentagone. Tom Drake, encore employé à la NSA, fournit aux enquêteurs ses dossiers et ses documents concernant ThinThread. Le rapport, achevé en 2005, est immédiatement classé secret par le ministère de la Justice. Par la suite, le FBI tente à 3 reprises de compromettre les créateurs de ThinThread au moyen de fausses preuves. À chaque fois, Bill Binney parvient à mettre au jour la supercherie. En représailles, Tom Drake est poursuivi pour espionnage, au prétexte qu'on a trouvé des documents confidentiels en sa possession. Le journaliste Jim Bamford est un fin connaisseur de la NSA depuis les années 80. Le procureur m'a appelé pour me demander d'être consultant dans cette affaire. Jim Bamford découvre que les documents en question ont été classés secret défense a posteriori, comme si l'on cherchait à envoyer Tom Drake derrière les barreaux. Le consultant présente au tribunal de nombreux exemplaires des mêmes documents, librement accessibles. Je voulais absolument savoir si ces documents étaient réellement confidentiels. Je tenais à déterminer la réalité de ce classement. J'ai passé plusieurs mois à explorer les archives publiques.
Et à ma grande surprise, j'y ai retrouvé à peu près tous les documents incriminés. Peu de temps après, les poursuites ont été abandonnées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les pouvoirs publics ont mis en cause quelqu'un qui n'avait rien à se reprocher. Ce rapport reste l'un des documents les plus extraordinaires qu'il m'ait été donné de lire au cours de près de 30 ans de carrière à Washington. Et j'en ai lu des enquêtes accablantes, mais celle-là était vraiment hors compétition. De quoi parlons-nous? D'un petit groupe de spécialistes dévoués du renseignement électromagnétique, à l'origine d'un système révolutionnaire et très peu onéreux, qui aurait permis d'intercepter les pirates de l'air du 11 septembre avant qu'ils ne passent à l'acte. Leurs efforts ont été sapés par des crapules en poste à Washington avec le soutien actif, et c'est un comble, de la direction de la NSA, y compris ses responsables les plus haut placés. Et puis, il faut voir comment ces gens ont été harcelés. Pour rappeler le contexte historique, les États-Unis ont adopté leur loi sur l'espionnage en 1917, quelques semaines après leur entrée dans la Première Guerre mondiale. C'est l'un des textes les plus répressifs jamais adoptés par le Congrès. Il était spécifiquement conçu pour poursuivre de vrais espions, à l'époque des individus soupçonnés de collusion avec les nazis contre les États-Unis. Le fait que cette loi ait été utilisée contre des gens qui essayaient d'éviter des attentats contre notre pays est plus que scandaleux. C'est obscène. Les responsables de ces manœuvres n'ont jamais été inquiétés ou condamnés. Personne ne leur a demandé des comptes. On est en droit de se demander ce qui se trame encore à la NSA et dans les autres agences de renseignement. En janvier 2017, les créateurs de ThinkThread et l'équipe de Vienne se rencontrent pour comparer leurs programmes. La similitude est stupéfiante, jusque dans les moindres détails. La start-up de Robert Wesley recrute Bill Binney et son ancien collègue Kirk Wiebe comme conseillers. À eux deux, ils cumulent 60 ans d'expérience au cœur de la NSA. On cherche une aiguille dans un monde plein de bottes de foin. ThinkThread nous aurait permis d'éviter de construire pour rien des data centers à 2,2 milliards de dollars comme celui de l'Utah. On y stocke le contenu de toutes les communications de la planète, y compris des États-Unis. Ça n'a aucune utilité. Le Parlement britannique n'avait pas suivi les recommandations de Bill Binney. En novembre 2016, il adopte une loi qui accroît le pouvoir d'investigation des agences de renseignement britanniques. Cette loi fait du Royaume-Uni le pays le plus surveillé du monde occidental. Même la Chine s'en inspire pour renforcer son propre régime de surveillance. Malgré ce nouveau texte, le pays est touché par des attentats sanglants au printemps 2017. À Westminster en mars, puis à Manchester en mai. Leurs auteurs étaient connus de la police. Ces dernières années, de nombreux pays ont adopté des lois similaires, notamment la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Le président Clinton, lui, a réduit les budgets alloués au renseignement dont il ne voyait pas vraiment l'intérêt. Sur la fin de son mandat, il y a eu un sursaut. On s'est rendu compte qu'on avait besoin des services de renseignement. Les sociétés privées préexistantes sont devenues des prestataires de l'État, notamment dans le domaine de la surveillance. On a par exemple envoyé en Bosnie des entreprises qui employaient les anciennes équipes chargées des écoutes de la NSA. À l'époque, j'estimais que la sous-traitance privée représentait au maximum 50% de la main-d'œuvre, ce qui me paraissait déjà très élevé. Quelques années plus tard, en travaillant sur mon livre, je suis tombé dans un document public sur le pourcentage des fonds affectés aux agences de renseignement qui revenaient à des acteurs privés. Il s'élevait en fait à 70%. Quand j'ai commencé à publier des articles sur la privatisation de la NSA, j'ai interviewé quelqu'un qui y travaillait. Il m'a dit, un vendredi soir, des centaines d'employés de la NSA sont rentrés chez eux. Et quand ils sont revenus au bureau le lundi,
Il travaillait pour CSC, Lockheed Martin ou Northrop Grumman. Et il portait des badges au nom de ses sous-traitants. On a donc, pour ainsi dire, assisté à une migration des anciens cadres supérieurs de l'administration vers ces sociétés, où ils faisaient à peu près la même chose, mais dans un esprit lucratif. Ils connaissaient les projets des agences et leur budget prévisionnel à 5 ou 10 ans. C'était un atout précieux pour leur nouveau patron. Depuis une dizaine d'années, la privatisation de l'administration fédérale prend des proportions inquiétantes. C'est une tendance qui remonte à l'administration Clinton-Gore. Certains pensent qu'on peut obtenir globalement des gains d'efficience en confiant au privé des tâches qui étaient jusqu'alors assurées par des employés fédéraux. Nous avons étudié la question et les analyses coûts-bénéfices indiquent que cela revient souvent jusqu'à 3 fois plus cher d'externaliser ces activités. Et ça paraît d'ailleurs logique, puisque les sociétés du privé sont là pour faire des bénéfices. Depuis longtemps, nous répétons qu'il s'agit souvent de corruption légalisée, des comportements qui ne sont peut-être pas illégaux, mais qui sont discutables. Pour moi, tout a commencé en 2003, quand la Commission européenne a annoncé de but en blanc la création de ce qu'elle a appelé un groupe de personnalités. Sa mission était de conseiller l'institution sur une stratégie de recherche en matière de sécurité. Le contexte était le suivant. Après le 11 septembre, le gouvernement américain accorda des subventions de recherche mirifiques à de grands groupes pour les inciter à travailler sur les technologies de sécurité. Tout ce qui pouvait être utile pour protéger les Américains et faire face à la menace terroriste. Beaucoup d'argent a été injecté dans ce domaine, aussi bien au niveau de l'industrie que de la recherche. L'Union européenne a eu peur de souffrir d'un déficit de compétitivité si elle ne suivait pas le mouvement. Le secteur privé américain allait prendre la tête de ce qui s'annonçait déjà comme une industrie mondiale extrêmement lucrative. Ça posait en outre un problème de sécurité, puisque les Européens risquaient de se retrouver dépendants des achats de technologies israéliennes, chinoises ou américaines. Des capteurs pilotés à distance, associés à un système de vidéosurveillance et à des bases de données, doivent permettre de détecter le comportement soi-disant fébrile des terroristes prêts à passer à l'acte dans l'espace public. Mais dans le même temps, tout individu lambda manifestant une certaine agitation devient suspect. Le marché de la surveillance est devenu un business énorme, la sécurité aussi. Des centaines de milliards de dollars chaque année. On achète des systèmes de contrôle aux frontières. On achète des drones. On analyse le contenu des télécommunications captées par le gouvernement américain. On met de la vidéosurveillance à tous les coins de rue. On développe des technologies de surveillance satellitaire. C'est un secteur gigantesque. Depuis le printemps arabe, les travaux de recherche se multiplient. Et ils nous apprennent que ces révolutions spontanées ont pris tout le monde par surprise. Aux États-Unis, le mouvement Occupy s'est lui aussi organisé du jour au lendemain. On ne l'avait pas vu venir, et il a rapidement disparu. Soudain, les manifestants organisaient des sit-ins dans des lieux emblématiques. Les agences de renseignement se sont dit, il faut qu'on essaie de prévoir ces choses-là. Black Lives Matter n'est pas le seul mouvement dans le collimateur de l'État américain. L'entreprise italienne Hacking Team a ainsi piraté les téléphones des dirigeants du mouvement Occupy à la demande de la police new-yorkaise. Les membres du Tea Party ultra-conservateur sont également surveillés, tout comme les militants pacifistes ou les opposants à la fracturation hydraulique. Au Royaume-Uni, c'est Greenpeace qu'on a mis sur écoute. En Autriche, certains défenseurs de la cause animale furent considérés comme des terroristes.
Nos droits, nos libertés et toutes ces choses merveilleuses ne sont pas tombées du ciel. Ils sont le fruit de mouvements comme ceux-là, qu'on parle du droit de vote des femmes ou de la réforme de la police. Toutes les libertés qui nous semblent acquises aujourd'hui n'existeraient pas sans ces organisations radicales et ces citoyens qui ont choisi l'action politique. Si la mission de l'État est désormais de contrecarrer, de contrôler ou de faire disparaître ces mouvements, alors nous vivons une époque très dangereuse. L'attentat du marché de Noël de Berlin en décembre 2016 révèle cruellement les dysfonctionnements de la lutte antiterroriste. C'est la chronique d'un désastre annoncé avec une accumulation d'indices et d'avertissements criants. L'auteur de l'attentat, Anis Amri, est connu comme islamiste depuis 2014. D'abord en Italie, puis dans tout l'espace Schengen à partir de juin 2015. Résidant en Allemagne à partir de juillet 2015, il est en contact avec le groupe salafiste d'Abu Wallah à Hildesheim. Dès novembre 2015, l'Allemagne a connaissance de ses intentions terroristes. En décembre 2015, Anis Amri est mis sur écoute. Il cherche des instructions pour assembler une bombe et propose ses services de kamikaze. En septembre et octobre 2016, les services secrets marocains préviennent les autorités allemandes que le jeune homme a des contacts avec Daesh. Le 8 novembre 2016, le démantèlement du groupe de Hildesheim conduit à l'arrestation d'Abu Wallah et de 4 de ses complices. Dès le surlendemain, Anis Amri est personnellement en contact avec l'État islamique. Il filme sa déclaration d'allégeance sur son téléphone portable. Désormais, il obéit directement à l'organisation terroriste. Le 14 décembre, il est classé officiellement comme très dangereux par la police allemande. 5 jours plus tard, le 19 décembre, il commet son attentat. Recherché dans toute l'Europe, Anis Amri quitte Berlin pour gagner Emmerich aux Pays-Bas. Il traverse ensuite la Belgique et la France pour se rendre en Italie. Partout, la vidéosurveillance enregistre son passage mais ne déclenche aucune alerte. Anis Amri est arrêté par hasard à la suite d'un contrôle de routine le 23 décembre à 3h du matin à la gare de Sesto San Giovanni dans la banlieue de Milan. Lorsque les policiers veulent inspecter son sac à dos, il ouvre le feu et finit par être abattu. Après un an de travail, l'équipe de Vienne a parachevé son logiciel. Il est temps de le tester en analysant le réseau de l'État islamique en Allemagne, en Autriche et en Suisse, à partir de données accessibles à tous. Si l'essai est concluant, le programme pourra être déployé pour aller chercher les informations à la source sur le net, comme ThemeThread en son temps. Les différents acteurs et leurs liens sont représentés sous forme graphique. Les individus repérés sont anonymisés, leurs noms sont remplacés par une suite de chiffres et de lettres. Plus la personne considérée a d'influence, plus son cercle est grand. Plus elle compte de relations, plus son réseau est dense. Si les services de renseignement avaient utilisé un système comme le nôtre et qu'ils l'avaient alimenté avec les données nécessaires, ils auraient tout de suite vu qu'Anis Amri avait été en contact avec Daesh. Il aurait figuré dans le réseau avec une très forte probabilité de passage à l'acte. Son nom serait apparu tout en haut de la liste et on aurait su qu'il représentait un danger très concret. Seules les données des individus suspects sont recueillies à partir d'une analyse des métadonnées. Elles sont ensuite immédiatement chiffrées. Si une demande d'accès à ces données est déposée, une autorité indépendante génère 3 clés de déchiffrement. Une pour la police ou les services de renseignement, une pour la justice et une pour le contrôle parlementaire. Il faut disposer des 3 clés simultanément pour consulter et exploiter les données. Toute consultation est consignée et laisse une trace numérique. En cas d'erreur ou de détournement du logiciel, les victimes pourraient ainsi se défendre en justice. Le processus se déroule en une fraction de seconde et il est intégralement automatisé à partir de critères bien définis.
Une solution antiterroriste tenant compte à égalité de la sécurité et du droit fondamental au respect de la vie privée semble désormais à portée de main. Tout dépend maintenant de l'usage que feront les gouvernements de cet outil. Il permet de repérer les menaces très en amont, c'est une chose. Mais on peut imaginer des actions de suivi très variées. Est-ce qu'on envoie un travailleur social? Est-ce qu'on modifie le mode de surveillance? Qu'est-ce qu'on fait concrètement une fois le danger identifié? Aujourd'hui, on mobilise les armées. Certains gouvernements tombent. Les attentats ont des effets sur la société tout entière. Les gens en veulent à leurs voisins. L'immigration devient un problème parce que certains perçoivent les étrangers comme des terroristes en puissance. Nos sociétés se laissent atteindre. Tant que ce sera le cas, le terrorisme continuera d'exister.